Aïe, aïe, les gars, la politique ivoirienne, ça devient de plus en plus intéressant. J'aime ça. Mais en même temps, ce qui fait que M. Waou doit ressortir, c'est lorsqu'il constate qu'il y a des gens qui donnent des signaux assez positifs face à la manipulation. C'est-à-dire des gens qui se laissent manipuler facilement. En ce moment-là, moi, je sors pour vous aider à dormir moins bête. Ah oui, les gars. Alors, je vais aller droit au but. En même temps, vous signaler que je suis en train de bien ranger mon studio où je vais faire des vidéos spécialement pour parler de la politique ivoirienne et bien d'autres choses. Alors bref, pour rentrer déjà dans le vif du sujet, je vais vous présenter une partie de l'interview de Koulibaly, Monsieur Koulibaly, président de la CEI. Ah oui. Il a répondu magistralement à toutes les questions qu'on lui a posées et il a mis à nu le narratif manipulateur de l'opposition ivoirienne, le narratif manipulateur du PPACI, le narratif manipulateur du PDCI, RDA et bien d'autres opposants. Suivez cette coupure vidéo, les gars. C'est très important. Ça va vous permettre, bien entendu, à vous aussi qui êtes sur les débats TikTok et bien d'autres spaces, de démonter aussi le narratif manipulateur de tous ces opposants, ces petits crapauds qui ne font que coasser dans le noir là-bas en croyant que 2025 va leur appartenir. Non, les gars, c'est géré. J'entends ça et là qu'une élection, où cette élection se doit d'être inclusive. Mais qu'est-ce que ça signifie? Une élection, par essence, ne peut jamais être inclusive. Pourquoi? Mais parce que l'élection est une compétition. Et une compétition, elle est exclusive. Elle vous sort quand vous ne remplissez pas les conditions de la compétition. Quand le législateur dit il faut avoir 18 ans pour être inscrit sur la liste électorale, mais celui qui en a 17 exclu. Quand le législateur dit qu'il faut être ivoirien pour être inscrit sur la liste électorale, mais celui qui n'est pas ivoirien est exclu. Quand le législateur dit qu'il faut jouir de ses droits civils et politiques, quand vous ne jouissez pas de vos droits civils et politiques, mais vous êtes exclu. Donc aucune élection, M. Diaby, dans le monde entier, est inclusive. D'ailleurs, je vais vous expliquer que cette notion, elle est venue il y a 20 ans, elle vient des organisations internationales qui, en son temps, avaient considéré que certains citoyens, bien que jouissant de leurs droits civils et politiques et remplissant toutes les conditions pour exercer leurs droits civils et politiques, ne le faisant, il fallait les intégrer. Il s'agissait de nos parents handicapés, les malvoyants, les malentendants et ceux qui ont une mobilité réduite. Mais voilà des citoyens. Le code ne dit pas que parce qu'on ne voit pas qu'on ne peut pas être électeur. Le code ne dit pas parce qu'on ne parle pas on ne peut pas être électeur. Le code ne dit pas parce qu'on est handicapé physique, la mobilité réduite, qu'on ne peut pas être électeur. Alors mais pourquoi ces personnes-là ne sont pas inscrites sur la liste électorale ou bien on ne donne pas la possibilité à ces personnes d'exercer leurs droits civils et politiques? Ce faisant, la communauté internationale a donc demandé à ce que ces personnes soient intégrées au système électoral. C'est-à-dire que quand on fait nos bureaux de vote, il faut tenir compte de ceux qui sont handicapés. Quand on édite nos bulletins, il faut faire de sorte que les personnes qui ne voient pas ou qui n'entendent pas ou qui ont un handicap quelconque, les empêchant de voir la situation normale, de pouvoir exercer ce droit. C'est donc ça l'inclusion. C'est ça l'inclusion. Leur intégration dans le processus électoral a été appelée l'inclusion de ces personnes. Mais aujourd'hui, de là à étendre cette inclusion aux personnes décalées parce que ne respectant pas les dispositions du code électoral, il y a un grand pas. Il n'y a aucune élection qui soit inclusive. Par principe, l'élection est exclusive. Vous savez, tout se trouve dans le code électoral. La loi dit que chaque année, il faut réviser la liste électorale. Mais cette révision consiste, pour la population, à l'occasion du contentieux de la liste électorale, de permettre à celle-ci de dénoncer à la commission électorale indépendante, preuve à l'appui, des éléments d'irrégularité. Et ce faisant, nous la nettoyons. Vous savez, l'histoire de la liste électorale en Côte d'Ivoire, elle est récente.
Et on a l'impression que c'est maintenant que cette liste électorale existe. La liste électorale existe depuis 1960, et même avant. Et c'est en 2008-2009 qu'on a procédé à la refonte de la liste électorale avec l'accord des partis politiques. Et cette liste a été refondue et a été certifiée à la suite de l'accord de tous les partis politiques, tous les grands acteurs politiques en Côte d'Ivoire, a été certifiée par les Nations Unies. Mais un accord est une concession. Une concession, c'est qu'on accepte ce qui est irrégulier comme étant régulier. Parce que figurez-vous qu'à l'issue de cet accord, des personnes se sont inscrites sur la liste électorale avec un extrait d'acte de naissance. Monsieur Diaby, est-ce que sur votre extrait d'acte de naissance, il y a le lieu de naissance de vos parents? Non. Il y a la filiation de vos parents sur la liste électorale? C'est votre filiation qu'il y a sur votre extrait d'acte de naissance et non la filiation de vos parents. De sorte que certaines personnes inscrites sur la liste électorale ont eu, à un moment donné, conformément à l'article 7, des mentions qui faisaient défaut. Mais parce qu'il y avait un accord préalable. Alors quand vous décidez de vous accorder sur les éléments qui vous permettent de vous inscrire sur la liste électorale, mais plus tard, vous ne venez pas dénoncer ces éléments au motif que ceux-ci ne sont pas conformes à la loi. Pour être plus clair, on organise un bal et on dit que pour entrer dans ce bal, il faut être vêtu d'un pantalon, d'une chemise et d'un chapeau. Et on prend un certain nombre de citoyens qui remplissent ces conditions, mais on se rend compte qu'il y a bon nombre de personnes qui sont encore au dehors de la salle. On s'accorde pour dire, bon, si vous avez un pantalon et une chemise, ça devrait suffire. Et on fait rentrer les personnes. Mais pendant que le bal bat son plein, on décide de faire un audit. On dit, ah non, 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 on a constaté qu'il y a trop de personnes qui sont dans la salle. Alors, on vient pour dire, il faut faire un contrôle. Mais, monsieur, dites-moi, ce contrôle va se faire sur la base de quoi? Sur la base des premières conditions qui disent qu'il faut être vêtu d'un pantalon, d'une chemise et d'un chapeau, ou bien d'un pantalon et d'une chemise. À mon avis, ce sont les deux règles. Parce que les gens qui sont dans la salle, il y a une première règle et ensuite on s'est accordé sur une deuxième règle qui permet aux gens de rentrer dans la salle sans chapeau, bien que vêtus avec d'un pantalon et d'une chemise. Alors quand vous demandez aujourd'hui à la commission électorale indépendante de faire un audit de la liste électorale, mais c'est sur la base de quelles règles? Vos accords politiques ou bien conformément à l'article des dispositions du code électoral? Mais les dispositions du code électoral n'ont pas encadré la refonte de la liste. Donc voilà pourquoi, à chaque fois quand on nous demande de faire un audit ou bien de faire des contrôles, on leur dit toujours, référez-vous aux accords que vous-même vous aviez conclus à un moment donné. Et cette liste électorale a été certifiée par les Nations Unies. Et c'est cette liste électorale de 2010 qui a permis les élections de 2010. Et c'est cette liste qui a été 6 fois révisée. Et c'est cette liste qui est là. D'accord. Monsieur le Président. Monsieur le Président, ces voix qui dénoncent cette liste évoquent des données qui, selon elles, défient un peu la science quand même. Oui. Des mères, des enfants qui seraient plus âgés que leurs parents, des mères qui seraient mères de plus d'une centaine d'enfants. Ce sont des données quand même qui défient la science. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oh, vous savez, beaucoup disent, bon nombre de citoyens disent des choses qui ne sont pas forcément prouvées. Mais l'audit, le contentieux, c'était l'occasion pour eux de venir devant la commission électorale indépendante pour dire, voici, en respectant les règles de procédure. Parce que le code dit que quand vous dénoncez une irrégularité, il faut en avoir la preuve. Il ne suffit pas de venir trouver des homonymies sur une liste électorale et déclarer à la ville et au monde qu'il y a des irrégularités. Mais ceci étant dit, il se peut faire qu'il y ait des irrégularités sur la liste électorale. Mais ce n'est pas du fait de la commission électorale indépendante. Diantre. Il faut que ça soit clair, ce n'est pas du fait de la commission électorale indépendante. Elles ne sont pas nombreuses aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme partout d'ailleurs. Les familles où il n'y a pas de gens qui ont utilisé les extraits de naissance des uns et des autres.
Mais quand vous utilisez un extrait de naissance qui n'est pas le vôtre, mais les parents qui sont indiqués dans cet extrait de naissance deviennent les vôtres, y compris le vrai propriétaire. Alors si vous êtes 50 à utiliser, mais les parents là ont 50 enfants. Mais ce n'est pas à la commission électorale indépendante qu'on établit la liste, le fichier de l'état civil. Mais c'est l'usage frauduleux qu'on fait des actes de l'état civil qui apparaît sur la liste électorale. Donc on ne peut pas imputer cela à la liste, comme on appelle à la commission électorale indépendante. Mais ceci étant dit, conscient de ce que les données alphanumériques pouvaient être erronées parce que l'état civil n'était pas bien tenu, nous avons inséré en 2010, 2008, 2009, 2010, la biométrie, qui vient, conformément à l'article 7, exiger les empreintes digitales et la photo. De sorte que, si vos données alphanumériques, c'est-à-dire nom, prénom et filiation, sont insuffisantes ou erronées, mais votre visage, il est unique. Vos empreintes sont uniques. Donc, la Côte d'Ivoire fait partie des rares pays à utiliser la biométrie dans sa liste électorale. Donc, pour nous, l'inquiétude ne mérite pas d'être. C'est dommage qu'il y ait des erreurs matérielles dans le nom des gens, mais ce n'est pas dramatique parce que nous avons quand même la biométrie qui permet de corriger ces irrégularités. Parce que l'objectif d'une élection, c'est la sincérité du vote. La sincérité du vote qui se définit comme étant la concordance entre ce que le peuple a voulu et ce qui transparaît dans les résultats. Donc, si une personne ne peut pas voter à la place d'une autre, mais la sincérité, comme on appelle, du scrutin est assurée. C'est ça l'objectif de la biométrie. D'accord. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure que la révision de la liste électorale, elle est annuelle. Oui. Alors, l'opposition réclame une révision de la liste électorale avant la présidentielle. Vous avez dit non. Elle demande cette opposition-là, que la révision soit faite avant la présidentielle, parce que 4,5 millions de potentiels électeurs seraient en train de frapper à la porte. Vous dites non, et l'argument que vous avez brandi, c'est le délai. Alors que, Monsieur le Président, on se souvient que ce qui est impossible aujourd'hui à vos yeux avait été possible par le passé, notamment en 2015, 2020, et c'était pratiquement les mêmes délais. On était en juin. Là, nous sommes en juin. Et avant la présidentielle d'octobre prochain, la CEI n'est pas capable de faire une révision, alors qu'elle avait été capable de cela il y a quelques années. C'est vrai. En 2015, nous avons fait la révision en juin-juillet. En 2020, nous avons fait effectivement la révision en juin-juillet. Mais 2015, ce n'est pas 2025. 2020, ce n'est pas 2025. Monsieur Diaby, 2015 n'est pas 2025 pour les raisons qui suivent. D'abord, le code électoral qui a fait l'objet des révisions disait que la liste électorale définitive devait être éditée, arrêtée 15 jours avant le scrutin, en 2015. Vous voyez, il n'y avait pas le parrainage en 2015. Donc, on pouvait même se permettre d'arrêter la liste électorale 15 jours avant le scrutin. Mais parce qu'il n'y avait pas d'opération majeure entre l'arrêt de la liste définitive et le scrutin. Ce qui n'est pas le cas en 2025, où nous avons l'institution du parrainage. Mais en 2020, c'était le cas et la révision a eu lieu en juin. Alors, en 2020, pour la première fois, on procédait on a institué le parrainage. Effectivement, vous avez raison. Mais sauf que, dans l'exécution de la tâche de la révision, on s'est rendu compte que le délai qui avait été fixé constitutionnellement ne pouvait pas être atteint si on devait attendre l'arrêt de la liste définitive. Ce qui a obligé la commission électorale indépendante en son temps à réduire tous les délais du contentieux. Là où c'était 15 jours, on a fait 7 jours. Là où c'était 7 jours, on a fait 3 jours. Alors que le contentieux est l'occasion qui est donnée à la population d'auditer la liste électorale. Ça, c'était le premier point. Et malgré la réduction de ces délais, on a dû utiliser la liste provisoire. Laquelle liste provisoire, comme son caractère l'indique, ne pouvait pas encadrer une opération comme le parrainage. Parce que l'article 54 dit quoi? L'article 54 dit ceci. La déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée des pièces ci-après. Entre autres, la liste des électeurs ayant parrainé la candidature avec en regard le nom, prénom, la circonscription concernée, mais notamment le numéro de la carte d'électeur.
Or, la liste provisoire qui a servi à encadrer le parrainage n'édite pas la carte d'électeur. La carte d'électeur est éditée à partir de la liste définitive. De sorte que les citoyens qui ont parrainé la candidature des candidats ne pouvaient justifier leur qualité d'électeur parce que, issus de la liste provisoire, qui n'est pas une liste définitive qui édite la carte d'électeur. Mais ce dommage, cette situation a causé d'énormes dommages aux candidats qui ont vu les parrains, c'est-à-dire les électeurs qui les ont parrainés, leur parrainage invalidé parce que issus d'une liste qui était provisoire. Et c'est ainsi qu'à l'occasion de notre atelier bilan, les partis politiques dans leur ensemble, accompagnés bien entendu de la société civile, ont instruit la commission électorale de ne plus jamais utiliser une liste provisoire, mais une liste définitive. D'accord, Monsieur le Président. Tout l'intérêt d'utiliser la liste définitive. Je l'entends bien. Voilà, donc voilà la différence entre 2020 et 2025. Mais voyez-vous, l'impression que ça donne, c'est que la commission électorale indépendante ne veut pas que les citoyens s'enrôlent. Mais je vous l'ai dit à l'entame de mes propos, la commission électorale indépendante, mais est cet organisme qui souhaite que les citoyens viennent se faire enrôler. Nous n'avons jamais tenu la durée d'une révision telle que nous l'avons voulu. À chaque fois, nous sommes obligés de proroger. Mais pourquoi nous prorogeons? Parce que nous souhaitons que les citoyens viennent se faire enrôler. La preuve en est que, conscient de ce qu'en 2025, on n'allait même pas faire l'enrôlement, on a autorisé nos concitoyens âgés de 17 ans à s'inscrire sur la liste électorale, de sorte qu'à la publication de celle-ci en 2025, quand ils auront 18 ans, ils soient déjà sur la liste électorale. C'est tout dire que nous voulons que nos citoyens s'inscrivent sur la liste électorale. Mais les concessions ont une limite. Il ne faut pas non plus contrarier les dispositions de la loi qui nous encadrent. Sinon, on va dans le décor. Il faut noter que la commission électorale indépendante n'éradique pas les gens de la liste électorale par caprice. Lorsque nous faisons une révision de la liste électorale, nous adressons un courrier au ministère de la Justice qui nous donne la liste des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Le ministère de l'Intérieur nous donne la liste des personnes qui sont décédées. C'est en exécution de cette liste-là qu'on sort ces personnes qui sont décédées et celles qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Maintenant, quand on dit pourquoi le président Gbagbo a été acquitté à La Haye et il est, comme on appelle, radié de la liste électorale, ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question, c'est à la justice qu'il faut poser cette question. Le président Gbagbo se trouve sur la liste des personnes déchues de leurs droits civils et politiques avec une décision de justice à l'appui. Donc c'est en exécution de cette décision de justice, elle est bonne, elle est mauvaise, ce n'est pas le pouvoir de la commission électorale d'apprécier une décision de justice. Elle ne fait que l'exécuter. Donc il est bon de le savoir. Maintenant, quand il s'agit, est-ce qu'il est possible que nous puissions aboutir à la paix en intégrant toutes ces personnes? Mais tout est possible. Tout est possible. Mais pour l'heure, c'est la loi qui nous encadre. Je le dis toujours, si vous considérez que nous avons mal travaillé, venez nous prendre à défaut par rapport aux dispositions du code électoral. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le code électoral n'est pas le seul instrument de travail de la commission. Il y a également les accords politiques. Mais pour l'heure, aucun accord politique ne contrarie la commission électorale dans l'exécution de sa mission. Donc nous sommes à l'aise. Merci, Monsieur le Président.